Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. On est le mercredi 9 novembre 2022. On a le couteau qui tombe, on peut le dire comme ça. L'Ether, lui, est venu sous la barre des 1300. Ça faisait un petit moment qu'on était sur ces niveaux-là. On avait touché les 1600 il y a encore quelques jours. Pour revenir en 1300, finalement, on casse les niveaux de support pertinents et on a un Bitcoin qui semble prendre la direction du sud. Enfin, en tout cas, pourquoi pas d'aller chercher des niveaux cette fois-ci inférieurs parce que le nouveau bottom a bien été réalisé courant de la nuit, c'est-à-dire en dessous, ici, des 17 600 approximativement, puisqu'on a touché les 17 100 dollars. Ici, je suis sur la plateforme Binance, effectivement, sur Bitcoin USDT. Et donc oui, bien sûr, c'est dû aux nouvelles liées à FTX, à Binance, au rachat potentiel de Binance de la plateforme FTX qui est ensuite déclaré comme étant insolvable, ce qui a permis d'avoir une volatilité extrêmement accrue sur le marché et avec bien sûr une chute qui s'est enchaînée suite à l'annonce de l'insolvabilité, avec un Bitcoin qui est donc venu chercher ses 17 100 dollars. Donc ça, c'est des news court terme qui ont un impact sur le marché à l'instant T, c'est-à-dire que voilà, si je me mets en une heure, effectivement, ce genre de choses, on voit que c'est très impactant sur le marché, puisque on était sur une volatilité finalement qui était très plate depuis des mois et des mois, et là regardez, en quelques heures, en une heure, on est passé de 19 000 à 20 700 après l'annonce de CZ et du rachat de FTX, et derrière l'insolvabilité de FTX qui a passé le cours en quelques heures de 20 700 ici à 17 000. Donc là, c'est une volatilité accrue. Quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Certes, mais ça reste quelque chose qui est lié à des news court terme. News très importante. Je ne suis pas en train de négliger l'importance de ce qui s'est passé. Malgré tout, si on regarde, et je le rappelle encore, le graphique en hebdomadaire, et je me mets en logarithmique pour avoir des proportions de bougies similaires, on voit que cette bougie est quand même importante, mais on a déjà connu pire, et à de nombreuses reprises. Donc c'est historique au niveau de la nouvelle, en tout cas, du fait qu'une plateforme centralisée très très connue et très très utilisée devienne insolvable. C'est quelque chose d'historique. En revanche, au niveau de la réaction qu'on a sur le cours, on n'est pas sur une volatilité si extrême que ça. Mais en même temps, c'est à l'échelle du désintérêt actuel sur les cryptos et la blockchain, effectivement. Beaucoup moins de personnes aujourd'hui possèdent des cryptos a priori que ce que c'était le cas ici en 2021, fin 2021, etc. Beaucoup de monde ont déjà revendu, sont sortis du marché et n'espèrent plus rien de ce marché. Et s'y réintéresseront effectivement quand on sera sur des nouveaux sommets ou alors sur des niveaux similaires à ce qu'on avait vécu en 2021 vers les 50 à 60 000. Mais le peu de personnes qui sont encore présents aujourd'hui et qui attendent encore, pourquoi pas, 1 an, 2 ans, peut-être même plus pour de l'investissement long terme, un nouveau sommet, effectivement, de belles performances, et bien pour ces personnes-là, effectivement, cette news qu'on vient d'avoir sur FTX, peut-être a pu faire changer d'avis certaines personnes et qu'en fait on capitule, que les derniers holders qui étaient présents se mettent à capituler. Voilà, si vous êtes encore là et que vous dites malgré ce qui est en train de se passer, que vous allez quand même conserver vos cryptos, que même si le Bitcoin va aux 10 000, vous allez les conserver, etc. Et que vous réussissez à les conserver et qu'ensuite il y a un cycle, etc. et que vous les avez conservés pendant toute cette phase de perturbation, et bien à ce moment-là, vous ferez probablement partie de la minorité des personnes qui auront su résister à cette phase de bear market. Voilà, aujourd'hui je vais consacrer l'émission aux liquidations. Parce que c'est un terme un petit peu barbare qu'on utilise, mais qui en fait a beaucoup d'importance, surtout sur le marché crypto en ce moment. Parce qu'il y a des produits dérivés, il y a des effets de levier, il y a beaucoup de choses en fait peut-être que vous connaissez, mais que je vais réexpliquer vraiment en détail dans cette émission. Et on va voir pourquoi est-ce que, on a ce genre de scénario qui se produit avec, à chaque fois quand ça chute, là ici je suis sur des bougies 1 minute, un Bitcoin qui chute légèrement avec une augmentation, une accélération pour arriver sur, regardez les 2 dernières minutes, extrêmement bearish, avant de se reprendre instantanément et construire un gros V-bottom ici. Je vais tenter aujourd'hui de vulgariser ce phénomène pour que effectivement ce soit le plus simple possible à comprendre. Essayer de comprendre vraiment ce qui se passe de façon finalement un peu plus profonde que juste regarder et voir des bougies qui perdent 5 ou qui prennent 5%. Vous voyez, vraiment essayer de comprendre le phénomène qu'il y a derrière. Et puis bien sûr, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut finalement essayer de déterminer à peu près les niveaux sur lesquels le Bitcoin va s'arrêter. Parce que quand on a des bougies qui augmentent et qui sont de plus en plus négatives, c'est justement le moment où on a le moins envie d'acheter. Le moment où on a une bougie sur 1 minute qui fait moins 5%, bon j'exagère, mais c'est pas le moment où on a envie d'acheter. En fait, on essaye, il y a certains éléments qui peuvent nous dire, voilà, peut-être que ce niveau-là, ça peut être intéressant pour mettre un ordre d'achat.
Ça va être très très dur d'acheter au spot, hein. Vous allez soit être en train de dormir, soit en train de boire un café, soit en train de manger au moment où ça va se passer. Mais effectivement, si vous avez mis un ordre d'achat, bah, vous pouvez peut-être essayer de choper ce genre de choses. Mais effectivement, je parle ici d'investissement de long terme, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter absolument ici pour essayer de revendre là, non pas du tout. Je parle pour lisser ses achats de Bitcoin, ça peut être intéressant de mettre des ordres d'achat et d'essayer de choper les zones où il y a beaucoup de liquidité pour positionner ces ordres d'achat. Ben, ça peut être intéressant. Enfin bref, on va parler de tout ça pendant l'émission. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous passe la petite introduction, je vous dis à tout de suite. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes qui proposent de faire du trading avec effet de levier dans les crypto-monnaies. Concernant la bourse traditionnelle, il y a des régulations qui ont été mises en place, et vous savez, il y a des limites au niveau de la quantité de levier que vous pouvez mettre. Sur les cryptos, c'est moins régulé, et donc il y a encore 1 an, 2 ans, sur Binance, on pouvait aller jusqu'à 100 au niveau de l'effet de levier. Vous imaginez, 100, c'est énorme. Alors déjà, il faut que j'explique. Donc là, je suis en train de vous parler de ça, mais peut-être qu'il faut que je commence par expliquer ce que c'est de l'effet de levier. Peut-être que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais peut-être que d'autres l'ignorent. Donc ici, je vais vous mettre deux rectangles simples, hein. Admettons que vous ayez 1000 euros. Donc on va dire que ici, voilà, vous avez 1000 euros, tout simplement. Donc je vais mettre le petit signe euro, tac. Mais que vous vous dites que 1000 euros c'est pas énorme et qu'en fait vous aimeriez bien qu'on vous prête de l'argent pour pouvoir acheter plus de crypto-monnaies et donc si ça monte faire plus de bénéfices, plus de plus-value et gagner plus d'argent. Donc vous allez voir ces plateformes là qui proposent du coup des effets de levier et vous allez leur demander de vous prêter. Donc voilà, je vais mettre une petite flèche comme ça. J'utilise Google Drawing, là c'est marrant. Vous allez monter à 20 000 euros. Donc du coup, vous allez mettre un levier 20. Voilà, tout simplement, pour pouvoir avoir ces 20 000 euros et donc acheter un bitcoin entier. Voilà, au lieu d'acheter un 20e de bitcoin, là, vous allez pouvoir, vu qu'ils vous prêtent, la plateforme vous prête 19 000 euros, vous allez pouvoir en acheter un en entier. Et si le bitcoin prend 10%, vous allez directement doubler votre somme de départ. Donc c'est un truc de fou, c'est très alléchant en fait, hein. Enfin, je vous dis des bêtises, en fait, pour doubler sa somme de départ qui est de 1000 euros, il faut juste que le bitcoin prenne 5%. C'est-à-dire qu'il passe de 20 000 à 21 000 et c'est bon, ça y est. Vous pouvez, une fois que vous avez acheté votre bitcoin à 20 000, le revendre à 21 000. À ce moment-là, vous avez gagné 1000 euros tout simplement, puisque vous avez spéculé sur la hausse. Par contre, c'est là où c'est piégeux, c'est que si à l'inverse le bitcoin perd 5%, automatiquement la plateforme va revendre votre bitcoin sans vous demander votre avis. C'est ce qu'on appelle se faire liquider. Voilà, tout simplement en fait, hein. Si votre bitcoin, au lieu de valoir 20 000 euros, descend à 19 000 euros, la plateforme revend le bitcoin à votre place et vous avez perdu vos 1000 euros, ça y est, c'est fini. Terminé, vous n'avez plus votre argent. C'est pour ça qu'en fait c'est assez piégeux. Et c'est ça qui crée des poches de liquidité. Ce sont ces reventes automatiques, soit à travers des plateformes qui vont revendre à votre place et en plus vont vous prendre des frais. Donc pour eux c'est intéressant, hein, de revendre et de liquider votre position. En fait, eux, ils s'en foutent en fait que le marché monte ou descende. Eux ils prennent des frais, ils vous prêtent de l'argent, que ça monte ou que ça descende, ils n'en perdent pas eux d'argent. En fait ils vont liquider de façon à ne pas perdre d'argent et tout simplement vous prendre en plus quelques petits frais de transaction. C'est comme ça que vous les payez pour ce service, effectivement, où eux ils vous prêtent de l'argent. Donc vous avez compris le principe de la liquidation déjà. Mais il y a un autre phénomène qu'on peut ajouter en plus de ça, c'est les stop loss et les take profit. Parce que sur ces plateformes où vous faites ça, vous pouvez dire par exemple, je veux acheter du bitcoin à tel prix. Par exemple, on va dire le bitcoin aujourd'hui est à, admettons, 21 000 $. Vous allez mettre un ordre d'achat, par exemple, à 20 000 $. Et vous allez dire, si le bitcoin vient chercher les 18 000, je sors de ma position. Si le bitcoin vient chercher les 28 000, également, je sors. Donc, soit en perte, soit en gain. Mais voilà. En fait, vous allez mettre votre stop loss avant que la plateforme vous liquide, hein, de toute façon, avant que la personne revende le bitcoin à votre place. Donc c'est logique, c'est-à-dire que vous pouvez limiter votre risque en mettant votre stop loss. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous avez 1000 euros, on vous prête 19 000 euros. Si le bitcoin descend à 19 000, la plateforme vous liquide automatiquement. Du coup, vous pouvez positionner votre stop loss entre les 19 000 et les 20 000, par exemple à 19 500. Comme ça, si ça descend à 19 500, ça revend automatiquement votre position, vous avez perdu votre trade, et finalement, vous n'avez pas perdu vos 1000 euros, vous avez perdu que 500. Vous avez limité en fait votre risque. Donc vous pouvez à ce moment-là, vous voyez, faire des trades comme vous le voulez. Vous pouvez dire avec 1000 euros, je souhaite perdre que 40 euros si je perds mon trade, et donc vous ajustez votre stop loss, etc. en fonction de ça, et votre levier pour que tout colle et faire votre trade de façon parfaite. Et c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent ça, parce que ça peut vous permettre d'avoir un réel management de vos assets, de vraiment faire du vrai trading, etc.
et non pas juste aller acheter du Bitcoin au spot pour faire de l'investissement très long terme. C'est des plateformes qui permettent de faire du trading, tout simplement. Ça peut être du trading dans la même journée, sur une semaine, sur un mois, ou même sur plusieurs mois, mais si votre position est ouverte pendant très longtemps, ils vous prendront plus de frais. Mais bref, ça c'est un détail. C'était simplement pour vous expliquer l'histoire des poches de liquidité. Donc aujourd'hui, quand on voit ceci, eh bien on sait, en tout cas on visualise les poches de liquidité qui sont en dessous du prix actuel du Bitcoin et les poches de liquidité qui sont au-dessus. Donc les poches de liquidité qui sont en dessous du prix du Bitcoin sont causées par toutes les personnes qui pensent que le Bitcoin va monter. C'est-à-dire que les personnes qui font des trades à l'achat, voilà, ils ont mis un ordre d'achat, ils ont acheté du Bitcoin, donc ils ont ouvert une position et ils ont une zone effectivement, soit à travers un stop loss, soit simplement une ligne où effectivement ils perdent tout leur argent ou leur position est liquidée, où la plateforme va automatiquement revendre les bitcoins que la personne a achetés. Vous voyez? Et donc, c'est des zones où il y a beaucoup de liquidité, effectivement, c'est ce qu'on appelle de la liquidité, c'est-à-dire des bitcoins disponibles à la revente. Si on arrive sur cette zone, bim, bim, ça va revendre des bitcoins en masse. Donc, il y a une grosse quantité de bitcoins qui va être revendue. Par exemple, si le cours du bitcoin revient, alors je vais essayer de vous montrer ici, en zoomant un petit peu sur ce graphique. Tac, je vais essayer de mettre comme ceci. Voilà, donc on voit que la plus grosse poche de liquidité, en tout cas pour les positions longues, c'est-à-dire à l'achat, eh bien se situe aux alentours des 17 400 $. Mais ça n'a pas forcément été actualisé, ce graphique, et en fait cette poche de liquidité que vous avez à l'écran a été atteinte courant de la nuit, puisque sur certaines plateformes, comme par exemple Binance Future et donc Bitcoin USDT perpétuel, eh bien effectivement on est venu chercher les 16 800 $ approximativement. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'en fait, on est venu chercher cette zone et que donc, on est venu liquider énormément de personnes et qu'a priori, énormément de bitcoins ont été vendus automatiquement sur cette zone. Donc ça, c'est quelque chose qui peut expliquer ces accélérations qu'on a au niveau du cours. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais au début en introduction, qu'on avait des accélérations baissières qui se produisaient. Eh bien, le fait effectivement qu'on vienne chercher des zones où il y a énormément de bitcoins qui sont vendus automatiquement pour liquider des gens, eh bien, entraîne, vu qu'il y a une vente massive de bitcoin, eh bien, des liquidations en masse et donc une accélération baissière avant finalement de trouver un point bas. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ce point bas est trouvé ? Et pourquoi est-ce que instantanément on retrouve des niveaux généralement beaucoup plus importants? Et pourquoi est-ce qu'on a ces sortes de V-bottom qui se dessinent à chaque fois qu'on a des crashs de marché comme ça? Donc le V-bottom, en fait, il va s'expliquer par un achat massif de Bitcoin de certaines personnes ou certaines entités. Dans le jargon, on appelle ça des whales, donc des baleines, des entités avec énormément d'argent, effectivement, qui vont racheter en masse à ce moment-là. Et en fait, le fait qu'il y ait cette crise de liquidité, ça veut simplement dire que énormément de bitcoins sont à la vente et c'est effet crescendo, c'est-à-dire que voilà, ici des stop loss sont atteints, sont touchés, donc à ce moment-là ça va vendre des bitcoins, donc ça va descendre un peu plus bas, donc on va toucher d'autres stop loss, donc effectivement ça va vendre des bitcoins, donc on va aller un peu plus bas, on va ensuite toucher des stop loss ou liquider des gens, hein. En fait je dis des stop loss, ça peut être aussi de la liquidation simple et pure et simple, et à ce moment-là voilà, c'est ce qu'on appelle un effet crescendo qui entraîne le bitcoin sur des prix de plus en plus faibles. Et ben ça en fait, c'est du pain béni pour les entités qui veulent acheter du bitcoin avec des très grosses sommes, tout simplement. C'est du pain béni, pourquoi ? Parce que si demain, imaginez, vous voulez acheter 500 millions de bitcoins, mais qu'à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de crise de liquidité, finalement, il ne va pas y avoir assez d'offres en fait pour que vous puissiez satisfaire votre demande de rachat de bitcoin. Donc vous allez pouvoir en acheter un petit peu, mais vraiment pas suffisamment, peut-être 1% de ce que vous en vouliez. Alors que pendant ces phases de crise, eh bien à ce moment-là, ouais, c'est le moment où effectivement on peut se faire plaisir. Il y a tellement de bitcoin en vente à ce moment-là, en même temps qu'effectivement c'est le moment où on peut stopper en fait cette chute. Et c'est aussi grâce à ces investissements massifs de whale que le prix arrête de chuter. Donc entre ce moment-là et ce moment-là, effectivement, eh bien les whales ont pu avoir du bitcoin finalement à bon prix sans faire augmenter son cours et sans lisser un prix d'achat trop important. Tout simplement parce que là, il y avait une crise de liquidité, plein de bitcoins étaient en vente, et ils ont pu en profiter, il y avait beaucoup d'offres pendant cette période, pendant cette phase de temps, effectivement, où la plupart des traders se sont fait, voilà, tout simplement. Mais attention, c'est pas parce que moi, admettons, je suis une whale, admettons, j'ai plein d'argent, effectivement, que j'achète du bitcoin, j'attends une crise, je me dis voilà, les 20 000 c'est un bon prix, etc. J'attends une crise de liquidité pour acheter, etc., pour investir en masse et acheter du bitcoin. C'est pas parce que je fais ça qu'en fait j'ai raison. Parce que peut-être que la semaine prochaine, là on est le 9
novembre, peut-être que dans une semaine, le Bitcoin sera à 15 000 dollars et qu'en fait, je me dirais, mais mince, en fait, j'aurais dû attendre pour acheter mes Bitcoins. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est une whale qu'on a forcément la science infuse et qu'on sait exactement ce qui va se passer sur le marché. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il peut y avoir des manipulations de marché, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont tellement influentes, si vous voulez, ou même des médias qui sont tellement populaires, qu'on peut avoir effectivement des news, négatives ou positives, qui vont influer le comportement des gens, que du coup ça va créer des liquidations en chaîne, que ce soit à la baisse comme c'est le cas maintenant, ou à la hausse lorsqu'on est dans un marché haussier et que voilà effectivement et que c'est l'inverse, que les whales désirent vendre leur crypto, parce que là tout ce que je vous ai raconté ça peut être tout à fait l'inverse, hein. Admettons une whale, enfin une personne avec énormément ou une entité avec énormément de bitcoin qui souhaite les revendre, mais effectivement elle n'a pas envie de faire trop baisser le cours du bitcoin, elle veut les revendre quand même à bon prix, donc une crise de liquidité, mais à l'inverse avec beaucoup de demandes et peu d'offres, c'est-à-dire une liquidation en chaîne, des positions short, vous voyez c'est plutôt l'inverse en fait, alors que là on est en train de liquider des positions longues. Vous avez compris l'idée, en fait, ça permet également aux whales de revendre. Donc ce que je veux dire, c'est que ces news, elles peuvent permettre de modifier le comportement ou d'influer le comportement des gens de façon à avoir ces effets crescendo dans un sens ou dans l'autre, et de façon, par la suite, à avoir des whales qui puissent vendre ou acheter, donc du coup en masse, ici du Bitcoin en l'occurrence. Mais c'est très difficile de savoir si un marché est manipulé ou non, et comment vous pouvez prouver, c'est très compliqué de prouver les choses. Mais imaginez par exemple que voilà, je possède 50% des Binance Coin qui sont en circulation et que je décide et que je fais un tweet, voilà, je suis très connu, je fais un tweet, je dis je vais en vendre petit à petit une certaine somme et voilà, et on se rend compte qu'en fait cette somme que je désire vendre, elle est vraiment trop importante et ça va forcément faire crash le marché. Les gens du coup juste par cette news vont perdre confiance dans le Binance Coin et vont se mettre à le vendre eux-mêmes en fait. Et c'est à ce moment-là qu'en fait le Binance Coin va chuter. Alors qu'en fait moi je voulais pas en vendre, je voulais en acheter. Donc j'ai dit ça exprès pour que ça chute et derrière ce que je fais c'est que j'en achète, j'en vends pas. Vous voyez, c'est ça l'idée générale du... Alors là c'est vraiment gros ce que je suis en train de dire, si quelqu'un fait ça on va le voir direct, mais il y a des choses qui sont bien plus subtiles, croyez-moi, et derrière ça peut permettre à certaines personnes influentes sûrement de faire des bons coups sans que forcément que ça soit trop visible. Voilà, j'en ai fini pour cette émission. Alors j'ai pas fait d'analyse aujourd'hui, j'en ferai les prochains jours. Ce qu'il faut savoir c'est qu'a priori quand même on a une altcoin dominance qui, comme je le disais assez récemment dans une émission, est très très haute. Et là, au vu des news et du contexte dans lequel on a l'impression de rentrer, on pourrait imaginer effectivement une altcoin dominance qui retrace avec, pourquoi pas, un Bitcoin qui domine un peu le marché. C'est souvent ce qui se passe dans les phases d'incertitude, hein. Donc l'alcoin dominance me paraît un petit peu haute, mais c'est vrai que quand je regarde les prix là, actuels, là tout de suite à l'instant T, où je vous parle des cryptos, on a quand même un Bitcoin à 17 100 dollars, enfin 200, un Ether à 1100 dollars, donc effectivement l'Ether prend quand même très très cher, hein. Mais en fait, pas forcément beaucoup plus que le Bitcoin. Bon, on le voit à 19%, 11%, donc oui, il prend un peu plus cher, mais finalement, vu qu'il avait pris plus que le Bitcoin ces derniers jours, ça se compense. Et aujourd'hui, on n'a pas une altcoin dominance qui chute énormément, mais effectivement, on peut le craindre. On peut craindre effectivement qu'on revienne sur cette ligne-là, voire plus bas. Donc aujourd'hui, moi, j'ai mon portefeuille qui est, on va dire, en partie sécurisé en Bitcoin. Et si jamais on devait avoir une altcoin dominance qui chute et une vraie panique qui s'installe à la fois sur le marché des cryptos et plus particulièrement en plus les altcoins, ça va être l'occasion en or pour pouvoir réinvestir dans les altcoins. On verra bien si ça se produit. En tout cas, je serai là pour en parler sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de cette chaîne vous plaît. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain très probablement. Salut tout le monde!